Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité en République du Congo. L'opposition dévoile sa feuille de route 2019. Parmi les axes prioritaires, la refonte du fichier électoral dès cette année par la voix de leur chef de file, Pascal Tatima Biala. Les opposants invitent le pouvoir de Brazzaville à un dialogue inclusif et constructif pour ces questions qui engagent l'avenir du pays. Et un nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme. L'OMS teste actuellement un vaccin expérimental au Malawi, vaccin présenté comme le plus avancé à ce jour contre le paludisme, une maladie qui fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts à travers le monde. Sao Tomé et Principe, l'autre pays du chocolat, découverte en fin de journal de cette île au large du Gabon qui souhaite relancer la filière du cacao en déclin depuis l'indépendance du pays. L'opposition congolaise se dit favorable au dialogue. C'était ce mercredi lors d'une conférence de presse sous la direction de son chef de file, Pascal Tatima Biala, qui exhorte le pouvoir à faciliter la tenue de ces assises. L'opposition qui, elle, a d'ores et déjà dévoilé sa feuille de route. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. La feuille de route que l'opposition politique congolaise a présentée ce mercredi 24 avril 2019 est axée sur 4 priorités. La première, la gouvernance électorale, avec entre autres la réécriture de la loi électorale et le renouvellement de la Commission nationale électorale indépendante, devrait permettre d'offrir au peuple congolais un processus électoral débarrassé des dysfonctionnements depuis 2002. Si on règle le problème de la gouvernance électorale, la manière d'organiser les élections, je vous assure, nous aurons fait éviter à notre peuple tant de drames et tant de querelles inutiles. Les meilleures élections qu'on ait pu organiser, c'est 92. On a voté des députés, on a voté des conseillers, des sénateurs, on a voté le président de la République. Il n'y a pas eu la moindre contestation. Par ailleurs, l'opposition entend développer sa communication interne afin de renforcer sa visibilité. La crise du pool et la crise socio-économique et financière sont encore trop préoccupantes. Toutes les forces politiques de la nation proposent depuis plusieurs mois le dialogue comme solution. Mais pour l'opposition politique congolaise, ce dialogue doit être différent des précédents. Il ne s'agit pas de venir imposer. Il s'agit de débattre avec l'opposition. Parce que le dialogue, en réalité, là où le dialogue existe, nous on l'a biaisé. Nous, le dialogue, c'est avec 1000, avec 3000. Mais c'est deux. C'est-à-dire qu'ils ont deux points de vue opposés. Mais aujourd'hui, c'est nous. L'opposition dans toute sa structure aujourd'hui. L'opposition politique congolaise est composée jusque-là de 12 partis politiques qui ont tous approuvé ce programme annuel. Mais avec une subvention de 150 millions de francs CFA par an, payée partiellement par tranche, l'opposition pourrait manquer de moyens pour exécuter sa feuille de route et obtenir les résultats escomptés. En Algérie, Abdelmoumen Ould Kadour est limogé après 2 années à la tête de la Sonatrach. Aucune explication n'a été donnée pour justifier les raisons de ce limogeage de l'ancien PDG de l'entreprise pétrolière nationale. Mais cette décision du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, intervient dans un contexte de multiplication des enquêtes pour corruption. Corinne Comdem. En Algérie, la chasse aux sorcières contre les oligarques algériens se poursuit. Après le milliardaire Issa Rebrab et les frères Kouninef, ce mardi 23 avril, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a démis de ses fonctions le président de la compagnie pétrolière Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadour. Il y a des figures emblématiques. Ce qu'on doit savoir, la Sonatrach, c'est la vache à lait du pouvoir politique algérien. C'est un État dans l'État, c'est le cœur de cet argent visible et invisible, et donc c'est vraiment un symbole. Et donc c'est normal que le responsable de Sonatrach soit écarté, ou en tout cas traité de cette manière-là. Ça fait partie du système. Et ceux qui connaissent l'Algérie savent ce que c'est la Sonatrach et c'est symbolique dans l'imaginaire algérien. Pour le remplacer, le président par intérim a nommé le directeur de la production et de l'exploration de Sonatrach, Rachid Hachichi, au poste de PDG de la société. L'actuel chef du gouvernement n'a donné aucune explication quant au limogeage de M. Kadour. Pour certains analystes, cette décision aura un rapport direct avec les relations étroites que ce dernier entretenait avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qu'il avait nommé à la tête de la Sonatrach en mars 2017. Aujourd'hui, petit à petit, les têtes tombent parce qu'en fait, il y a des symboles qui incarnent la dérive d'un système.
Et donc, ça va être prioritairement ciblé au départ. Les différents limogeages sont en effet considérés comme un moyen d'apaiser les Algériens. En semblant s'éloigner de l'établissement de Bouteflika, la nouvelle direction par intérim souhaite faire une déclaration concernant son engagement déclaré à assurer une transition démocratique réussie. Malgré la suppression de la parité fixe entre la supposée monnaie locale et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper au Zimbabwe. Ceux du pain, du beurre ont doublé. Même chose pour les transports en commun face à cette inflation qui bat des records, réduisant à néant les promesses de sortie de crise du gouvernement. Les Zimbabwéens craignent à présent de revivre le cauchemar des années 2008-2009. Corinne Comdem. Au cours des 11 dernières années, le Zimbabwe a connu 2 épisodes d'hyperinflation. Plus que toute autre nation au cours de la même période, le Zimbabwe est à nouveau en difficulté. La population en grande souffrance n'a même plus accès aux produits de base. Le prix du pain a presque doublé cette semaine, passant de 1,80 $ à 3,50 $. Quant au tarif du trajet en minibus, il a augmenté de 50 à 100%. Une monnaie ne vaut que par la confiance que les gens ont en elle et en l'économie. Et aujourd'hui, le peuple zimbabwéen, les économistes, les hommes d'affaires, en tout cas ceux qui évoluent dans l'économie, n'ont pas confiance en cette monnaie-là et les autorités ont failli. Parce qu'aujourd'hui, l'économie zimbabwéenne n'arrive pas à produire, à être suffisamment dynamique pour justement avoir une monnaie qui représente cette économie-là. Manque de liquidité, monnaie en chute libre, chômage endémique. À cela s'ajoute le cyclone Idai qui a touché le pays le 14 mars. Le retour de l'inflation a rappelé des souvenirs d'il y a 10 ans lorsque l'hyperinflation avait atteint 500 milliards de pourcents, anéantissant le dollar zimbabwéen. Le président Emmerson Mnangagwa, qui s'était engagé à relancer l'économie exsangue de son pays après le départ de Robert Mugabe en 2017, est au pied du mur. Le Zimbabwe, elle est victime non pas de produits de première nécessité qui auraient augmenté par eux-mêmes. Non, mais c'est la monnaie, le vecteur par lequel on acquiert ces produits-là qui est devenu beaucoup plus cher, plus rare, donc plus cher, et ils sont victimes de cette inflation. Comment vont-ils s'en sortir? Il faut déjà que le pays relance sa production, mais d'une manière sérieuse. Selon l'Institut national de la statistique, le taux annuel d'inflation a atteint en mars 2019 66,8%, le deuxième plus haut dans le monde. Malgré la suppression de la parité fixe entre la pseudo-monnaie locale, le RTGS dollar et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper, réduisant à néant les promesses de sortie de crise du gouvernement. Ce jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire très répandue qui menace près de la moitié de la population mondiale. Aucun vaccin n'est encore commercialisé, mais des essais sont en cours. L'OMS a lancé cette semaine au Malawi un premier test grandeur nature d'un vaccin expérimental. Le test doit se poursuivre au Ghana, mais aussi au Kenya. L'objectif est de d'immuniser 360 000 enfants d'ici l'année prochaine. Ce vaccin peut être un développement majeur dans la lutte contre la maladie. Aïssatou Diamanka-Besland. Un test à grande échelle du vaccin contre le paludisme a été lancé mardi 23 avril au Malawi par l'Organisation mondiale de la santé. Le dit vaccin baptisé RTSS permettra de réduire d'environ 40% le nombre de cas de paludisme pendant les 4 années de suivi et de près de 30% le nombre de cas de paludisme grave. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à cette phase du vaccin, c'est une bonne chose pour le monde de Palu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit encore les chiffres, plus de 445 000 personnes qui meurent par an, je ne sais pas si on va pouvoir l'éradiquer complètement grâce au vaccin, mais on va pouvoir limiter en tout cas le processus du palu au sein en tout cas de la population. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Les résultats des tests pourraient être connus d'ici 2 ans. S'ils s'avèrent positifs, le vaccin pourrait être déployé plus largement dans d'autres pays africains. Il viendra compléter les stratégies de lutte contre le paludisme déjà existantes, notamment sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés, la pulvérisation d'insecticides dans les habitations et le traitement préventif des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait toute une lutte au niveau de la prévention et notamment avec toute la phase qui a eu lieu avec les moustiquaires imprégnés, notamment de longue durée. Ensuite, on a eu la prévention et le fait de comment pouvoir éliminer
dans l'habitat et à l'extérieur de l'habitat, donc avec les pulvérisations. Sont sortis également ce qu'on appelle les ACT, l'Artémosium amodiaquine notamment, et c'est ce qui permettait de stopper le palu. Ces tests vont concerner 360 000 enfants chaque année vivant dans des régions exposées au paludisme. Les 3 pays pilotes où vont se dérouler les tests sont le Malawi, le Kenya et le Ghana. Il serait plus de 250 000 enfants âgés de moins de 5 ans à succomber à la maladie chaque année sur le continent. Longtemps importé à Sao Tomé et Principe, le chocolat en passe d'être transformé au niveau local directement sur l'archipel, et ce grâce à la construction d'une unité de production. Le pays souhaite relancer la filière du cacao tombée à l'abandon à la suite de l'indépendance du pays. Sao Tomé qui s'est donné l'ambition non seulement de produire pour les locaux mais aussi pour l'exportation. Nathalie Mouffe. Alors que l'industrie africaine du cacao est en perte de vitesse, Sao Tomé et Principe essayent de singulariser son marché. L'archipel mise sur l'agriculture biologique pour offrir un produit de qualité. Les producteurs santoméens entendent réduire le goût amer reproché aux fèves de cacao cultivées sur le continent. Globalement, la structure biologique du cacao, par l'utilisation de la matière organique, contribue à la stabilité des conditions physiques, chimiques et biologiques du sol, et permet aux plantes de résister mieux aux variations climatiques et enfin permet à ces plantes de donner des rendements plus élevés et plus stables en termes de quantité et de qualité. L'industrie de la transformation du cacao est en pleine expansion dans le pays. La production locale de chocolat cherche à s'arrimer aux standards internationaux de fabrication. Faire certifier le chocolat destiné à l'export pourrait permettre d'une part aux entreprises productrices de rassurer les consommateurs sur la qualité du produit qu'elles proposent. D'autre part, cela va sans doute permettre à ces entreprises productrices de faire davantage de bénéfices, puisqu'en règle générale, il est prouvé que le consommateur est prêt à payer plus pour un chocolat de qualité. Sao Tomé et Principe produit 12 000 tonnes de cacao par an. 3 000 tonnes de fèves sont transformées annuellement dans un secteur qui a permis la création de 250 emplois directs en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.